Le lendemain, 15 mars 2001, à Sitio São Benedito, dans la campagne de Campina, se leva sous la chaleur humide typique de l'été pauliste. Seuls les chants des ivrognes et le grondement lointain des tracteurs sur les propriétés voisines troublaient le silence. C'était jeudi et, comme d'habitude, Antonio Ferreira da Silva, 58 ans, aurait dû s'occuper des poules et inspecter le jardin. Sa femme, Maria Helena Oliveira Silva, 52 ans, préparait le petit déjeuner dans la cuisine de la simple maison de 3 pièces qu'ils avaient construite avec amour pendant 15 ans. Mais quelque chose était différent ce matin-là. Avant de nous plonger dans cette histoire qui a bouleversé toute une famille et est restée sans réponse pendant plus de 2 décennies, dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Votre participation est très importante pour nous. La ferme de 2 acres était située sur un chemin de terre, à environ 20 km du centre-ville de Campina. La propriété était entourée d'une simple clôture en fil de fer barbelé, avec un portail en bois peint en verre qu'Antonio avait fabriqué de ses propres mains. Une allée d'eucalyptus menait à la maison, une modeste bâtisse en briques coiffée d'un toit en tuiles rouges. À droite de la maison se trouvait le poulailler, qui abritait une quarantaine de poules élevées en liberté, la fierté de Maria Helena. À gauche, un petit potager où elle cultivait de la laitue, des tomates, de la ciboulette et du chou frisé. Antonio et Maria Helena s'y étaient installés en 1986 après avoir vendu un petit appartement en périphérie de la ville. Le rêve était simple, posséder un terrain, élever des animaux et vivre paisiblement, loin de l'agitation de la ville. Antonio travaillait comme gardien dans une ferme voisine, gagnant un salaire modeste mais suffisant. Maria Helena vendait des œufs et des légumes au marché le samedi, complétant ainsi les revenus familiaux. Le couple s'était rencontré en 1980 lors d'une fête en juin à l'église São José, dans le quartier de Jardim Campos Elíseo. Antonio, alors âgé de 37 ans, avait été captivé par le sourire timide de Maria Helena, 31 ans, employé de maison dans une famille de la classe moyenne. Veuf, il avait perdu sa première femme dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, elle ne s'était jamais mariée et s'était consacrée à sa mère âgée jusqu'à sa mort en 1979. Leur relation dura 2 ans. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple dans l'église où ils s'étaient rencontrés, en présence seulement de leurs familles proches et de quelques amis. Leur lune de miel se déroula un week-end à Águas de Lindóia, dans une modeste maison d'hôtes. Antonio disait toujours que c'étaient les plus beaux jours de sa vie. Durant les premières années de leur mariage, ils vivaient dans un appartement 2 pièces loué à Jardim Campos Elíseo. Antonio travaillait dans un atelier de métallurgie, tandis que Maria Helena continuait son travail de femme de ménage. Il rêvait d'avoir des enfants, mais après plusieurs années de tentatives et de consultations médicales, ils découvrirent que Maria Helena ne pouvait pas concevoir en raison d'un problème utérin. La nouvelle les attrista profondément, mais renforça encore davantage leur lien. C'est ainsi que l'idée de la ferme naquit. Antonio a toujours été attaché à la vie rurale, ayant grandi dans une ferme du Minas Gerais avant de migrer vers São Paulo. Maria Helena, bien qu'ayant grandi en ville, aimait les plantes et les animaux. Lorsqu'ils apprirent qu'une propriété rurale était à vendre à Campina, ils décidèrent de s'y rendre, ils tombèrent immédiatement sous le charme de l'endroit. C'était comme si Dieu avait préparé cet endroit spécialement pour nous, disait Maria Helena à ses voisins. L'installation à la ferme a marqué un tournant dans leur vie. Antonio a trouvé un emploi dans la ferme de Monsieur Mario Augusto Pereira, à 3 km de là. Le travail était dur, garder le bétail, réparer les clôtures, entretenir les pâturages, mais il s'y épanouissait. Maria Helena s'est découvert une passion pour l'élevage de poulets et la culture de légumes. Rapidement, ses œufs et ses légumes sont devenus célèbres sur le marché de Campina pour leur qualité exceptionnelle. Le couple n'avait pas d'enfants, mais cela ne semblait jamais les déranger après leur installation à la ferme. Ils vivaient en autarcie, trouvant du plaisir dans les petites choses, la croissance du potager, l'arrivée des poussins, les dimanches après-midi à écouter de la musique country sur la vieille radio de la cuisine. Antonio avait installé une antenne parabolique maison qui captait quelques chaînes de télévision, et ils aimaient regarder les informations et les feuilletons. Leurs voisins les plus proches, la famille Rodrigues, vivait à près d'1 kilomètre, mais entretenait une forte amitié avec le couple. João Rodrigues,
65 ans, était retraité de la Companhia Paulista de Força e Luz, compagnie d'électricité et de lumière de São Paulo. Son épouse, Conceição, 61 ans, avait été institutrice pendant plus de 30 ans. Les Rodrigues avaient 3 enfants adultes qui vivaient à São Paulo et leur rendaient visite occasionnellement. L'amitié entre les deux familles s'est naturellement développée. Conceição et Maria Helena se retrouvaient fréquemment dans la petite boutique de Joaquim, la seule à 5 km à la ronde. C'était un établissement simple qui vendait de tout, des produits alimentaires de base aux outils et à la nourriture pour animaux. Joaquim, un Portugais de 70 ans arrivé au Brésil dans les années 1950, connaissait tous les habitants, et sa boutique était un lieu de rencontre informel. João et Antonio partageaient une passion pour la pêche. Le dimanche, lorsqu'Antonio ne travaillait pas à la ferme, les deux hommes allaient pêcher dans le ruisseau qui traversait la propriété des Rodrigues. Ils revenaient toujours avec quelques poissons et des trairas, que leurs épouses préparaient pour le déjeuner dominical. Ces sorties de pêche devinrent un rituel sacré, interrompu seulement pendant les mois les plus froids de l'hiver. Le mercredi 14 mars 2001, tout semblait parfaitement normal. La journée avait été chaude et humide, typique de la fin de l'été. Dona Conceição Rodrigues avait discuté avec Maria Helena vers 17 h, lorsqu'elles se sont retrouvées au magasin de Monsieur Joaquim. Les deux femmes avaient continué à faire leurs courses à cette heure-là, profitant de la fraîcheur de la fin d'après-midi. Maria Helena avait acheté du sucre cristallisé, du café moulu et un sachet de levure chimique. Elle expliqua à Conceição qu'Antonio prévoyait de réparer le toit du poulailler le lendemain, car certaines tuiles s'étaient détachées sous les vents violents de la semaine précédente. Elle mentionna également qu'elle allait préparer un gâteau à la semoule de maïs, une recette qu'elle tenait de sa belle-mère du Minas Gerais. Elle était normale, souriante comme toujours, se souvenait Conceição des années plus tard. Maria Helena a raconté qu'Antonio travaillait dur à la ferme de Monsieur Mario, mais que cela ne la dérangeait pas, car le patron était très gentil et payait toujours à temps. Au cours de la conversation, elle a également évoqué une poule couveuse sur le point de mettre bas. Elle était enthousiaste à l'idée d'agrandir son cheptel, car la demande de poules élevées en plein air augmentait sur le marché. Conceição se souvenait que son amie semblait particulièrement heureuse ce jour-là, évoquant des projets d'amélioration du potager pour la saison suivante. Antonio Ferreira était connu dans toute la région comme un homme travailleur et extrêmement honnête. Mince, de taille moyenne, il avait les mains calleuses de quelqu'un qui travaillait dur depuis son enfance. Ses cheveux gris, toujours coupés courts, et sa moustache taillée lui donnaient un air sérieux, mais ceux qui le connaissaient reconnaissaient sa générosité. Né dans une ferme près de Pouso Alegre, dans le Minas Gerais, son enfance fut marquée par la pauvreté et le travail précoce. Il commença à travailler à la ferme à l'âge de 8 ans. Il ne termina que le CM1, mais compensa son manque d'éducation formelle par une intelligence pratique remarquable. Il savait réparer pratiquement tout, des moteurs de tracteurs aux appareils électroménagers, ce qui le rendit très recherché dans la communauté rurale. Maria Helena, originaire de Piracicaba, dans l'état de São Paulo, avait travaillé comme domestique toute sa jeunesse avant de se marier. C'était une femme joyeuse et communicative, avec ses cheveux bruns toujours attachés en un chignon soigné. Elle mesurait 1,60 m et était robuste, fruit d'années de dur labeur. Connue pour sa générosité envers ses voisins, elle avait toujours une assiette de plus pour quiconque s'arrêtait à l'heure du repas. Elle avait perdu ses deux parents très jeunes. Son père est décédé d'une crise cardiaque à 45 ans, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Sa mère est décédée d'un cancer alors que Maria Helena avait 30 ans. Ces pertes l'ont rendue plus réservée émotionnellement, mais aussi plus accueillante envers ceux qui gagnaient sa confiance. À la ferme, elle a trouvé la paix qu'elle avait toujours recherchée. Le couple menait une vie extrêmement disciplinée et prévisible. Il se réveillait invariablement à 5 h du matin, même le dimanche. Antonio allumait le poêle à bois tandis que Maria Helena préparait le café. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, toujours à la même table de cuisine, discutant des projets de la journée. À 18 h 30, Antonio se rendait à la ferme, portant un panier repas que Maria Helena avait préparé avec amour. Pendant la journée, pendant qu'il travaillait, elle s'occupait de la maison et des animaux, nourrir les poules, ramasser les œufs,
arroser le jardin et préparer le déjeuner. À 14 heures, elle prenait une pause pour regarder leur feuilleton à la télévision, son seul moment de loisir. Ensuite, elle reprenait ses tâches ménagères jusqu'en fin d'après-midi. À 18 heures précises, Antonio rentra du travail. Ils dînèrent en regardant le journal national et discutèrent des nouvelles du jour. Antonio apprécia particulièrement les reportages sur l'agriculture et l'élevage. Après le dîner, Maria Elena fit la vaisselle pendant qu'il vérifiait une dernière fois l'état des animaux. À 21 heures, il dormait. Le samedi, Maria Elena se levait encore plus tôt pour préparer les produits qu'elle allait apporter au marché. Antonio aidait à charger les cartons d'œufs et les bottes de légumes dans la Volkswagen Coccinelle bleue de 1978, achetée d'occasion en 1995. Le trajet jusqu'à Campina prenait environ 40 minutes sur des routes de terre et d'asphalte. Maria Elena a installé son stand à l'extrémité du marché, toujours au même endroit depuis plus de 10 ans. Les clients la connaissaient déjà et attendaient son arrivée. Ses œufs étaient plus gros et plus savoureux que les œufs conventionnels, et ses légumes étaient toujours frais et sans pesticides. Elle tenait à expliquer aux acheteurs comment elle cultivait chaque produit, établissant ainsi une relation de confiance qui allait au-delà d'une simple transaction commerciale. Le dimanche, il fréquentait fidèlement la petite église catholique de la communauté rurale, l'église Saint-Sébastien. Ce bâtiment simple, d'une capacité d'environ 100 personnes, était situé à 5 km de la ferme. Le père Joachim, un jeune homme dévoué, connaissait tous les paroissiens par leur nom. Antonio et Maria Elena s'asseyaient toujours au même banc, au troisième rang à droite. Après la messe, le couple rendait souvent visite aux autres paroissiens ou recevait des invités à la maison. Maria Elena préparait de copieux déjeuners, toujours composés de poulet fermier, de riz, de haricots et de légumes du jardin. Antonio aimait montrer aux visiteurs les améliorations apportées à la ferme, expliquant fièrement chacune d'elles. Le matin du 15 mars 2001, Mario Augusto Pereira se réveilla à 5h30, comme il le faisait depuis plus de 20 ans. Propriétaire d'une ferme laitière de 200 hectares, il suivait une routine stricte qui commençait toujours par la vérification du corral et la supervision de la première traite de la journée. À 62 ans, Mario était un homme respecté dans la région, connu pour sa bienveillance envers ses employés et son respect de la parole donnée dans toutes ses relations d'affaires. Alors qu'il traversait le corral dans l'obscurité précédant l'aube, Mario remarqua que quelque chose n'allait pas. Antonio Ferreira arrivait toujours à 18 heures précises, mais il était déjà 19 heures passées et il était toujours introuvable. En 5 ans de travail, Antonio n'avait jamais été en retard, et encore moins absent sans prévenir. C'était un homme de parole, responsable et dévoué, des qualités que Mario appréciait beaucoup. Il a dû se passer quelque chose, murmura Mario en regardant le bétail se rassembler près du portail, attendant d'être emmené au pâturage. Il décida d'attendre encore un peu. Peut-être qu'Antonio était malade, ou que Maria Elena était tombée malade pendant la nuit. Mario connaissait bien le couple et savait qu'ils n'avaient pas de téléphone dans leur ferme, ce qui rendait la communication difficile en cas d'urgence. La zone rurale manquait encore d'infrastructures de base, et de nombreuses propriétés dépendaient des messages envoyés par les voisins. À 8h30, inquiet du retard sans précédent, Mario a demandé à son fils de 28 ans, Colin, de prendre la relève pour superviser le travail du matin. Colin avait obtenu son diplôme de médecine vétérinaire 2 ans plus tôt et assumait progressivement davantage de responsabilités à la ferme. Bien que réticent à quitter le travail, il a accédé à la demande de son père. Le pick-up Toyota blanc de Mario soulevait un nuage de poussière sur le chemin de terre menant à la ferme Sao Benedito. Le trajet de 3 km prenait normalement une dizaine de minutes, mais ce matin-là, il semblait interminable. Mario connaissait Antonio depuis assez longtemps pour savoir qu'un événement grave avait dû se produire pour justifier son absence. Arrivé à la ferme vers 10 heures du matin, Mario remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le portail en bois vert, qu'Antonio gardait toujours hermétiquement fermé pour empêcher les poules de s'échapper, était entr'ouverte et se balançait lentement dans la brise matinale. Un détail apparemment anodin, mais qui attira son attention. Les poules erraient librement dans le jardin, disséminées sur toute la propriété. Certaines s'étaient même égarées sur la route,
ce qui n'arrivait jamais en présence de Maria Elena. Elle prenait grand soin de ses animaux, les gardant toujours dans le poulailler ou dans un espace clôturé près de la maison. Voir les oiseaux ainsi dispersés était un signe évident que quelque chose d'anormal se passait. Mario gara le camion près de la maison et sortit lentement, observant les alentours. La porte d'entrée était ouverte, ce qui était également inhabituel. Antonio et Maria Elena fermaient toujours la maison à clé avant de partir, même pour aller au magasin de Joachim. La sécurité était une préoccupation constante en zone rurale, surtout pour les habitants des zones isolées. « Antonio !» Donna Maria, cria Mario, sa voix résonnant dans le silence matinal. Il n'y eut aucune réponse, seul le chant des oiseaux et le grondement lointain d'un tracteur sur une propriété voisine rompirent le silence inquiétant qui planait sur la ferme. Mario sentit un frisson lui parcourir l'échine. Depuis toutes ces années qu'il connaissait le couple, il n'avait jamais éprouvé une sensation aussi étrange dans ce lieu, qui avait toujours été synonyme de paix et de tranquillité. Hésitant, mais poussé par l'inquiétude, Mario s'approcha de la maison. Le bâtiment simple, en briques apparentes, semblait abandonné, mais des signes évidents indiquaient que quelqu'un y était passé récemment. La cuisine offrait un spectacle qui le laissa perplexe, 2 tasses de café à moitié vides sur la table bleue en formica, du pain tranché dans l'assiette, et du beurre sorti du réfrigérateur qui commençait à fondre sous la chaleur. La cafetière en aluminium était encore chaude sur le poêle à bois, indiquant que le café avait été préparé quelques heures plus tôt. Dans l'évier, 2 cuillères sales et une assiette avec des restes de pain. C'était comme si Antonio et Maria Elena s'étaient simplement levés de table au milieu du petit déjeuner et avaient disparu. Mario interpella de nouveau les habitants, mais le silence resta sa seule réponse. Il décida d'aller inspecter les autres pièces de la maison. Dans le salon, la télévision était allumée, réglée sur l'émission matinale que Maria Elena regardait habituellement. Le volume était bas, et une publicité pour des produits d'entretien passait à l'écran. La radio sur l'étagère était également allumée, diffusant de la musique country à un volume à peine audible. La chambre du couple était toujours aussi rangée. Les lits avaient été faits avec le soin habituel de Maria Elena, et les vêtements étaient soigneusement rangés dans la simple armoire en contreplaqué. Sur la commode, Mario trouva quelque chose qui l'intrigua profondément, le portefeuille d'Antonio était ouvert, contenant tous ses documents et l'argent de la paie de la semaine précédente. Antonio avait toujours son portefeuille sur lui, même lorsqu'il travaillait à la ferme. Le fait qu'il soit sur le buffet, avec 120 réaux en billets de 10 et 20 $, était extrêmement étrange. Mario savait que cet argent représentait pratiquement la totalité des revenus hebdomadaires du couple, et il ne le laisserait jamais exposer ainsi. Dans la petite salle de bain, les serviettes étaient humides, signe d'une utilisation récente. Les produits de toilette étaient restés à leur place habituelle, sans aucun signe de précipitation ni de désordre. Tout semblait normal, hormis l'absence inexplicable des résidents. Mario retourna à la cuisine et remarqua d'autres détails troublants. Les tongs de Maria Elena ou une paire d'Avellana bleues qu'elle portait pour se promener dans la ferme étaient sur le pas de la porte, comme si elle était partie pieds nus. C'était impensable, car Maria Elena ne marchait jamais pieds nus dans la cour de la ferme à cause des épines et des petits cailloux. Dehors, la coccinelle bleue de 1978 du couple était garée à sa place habituelle, près de la maison. Mario vérifia le véhicule et découvrit que les clés étaient sur le contact. Un autre détail l'inquiétait encore plus, la voiture était propre et rangée, le réservoir presque plein. Sur la banquette arrière se trouvait une boîte d'œufs que Maria Elena avait probablement mise de côté pour aller au marché le samedi suivant. L'inquiétude de Mario grandit et il décida de fouiller la propriété plus minutieusement. Il se dirigea vers le poulailler et trouva la porte ouverte, avec de la nourriture éparpillée sur le sol. Il était clair que quelqu'un avait nourri les poules ce matin-là, mais avec précipitation et négligence, bien loin de la méthode organisée de Maria Elena. Près du poulailler, Mario remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter brusquement, la terre était remuée sur une surface d'environ 2 mètres carrés, comme si quelqu'un avait creusé là et tenté de dissimuler le trou. Cette découverte le laissa profondément inquiet, car il n'y avait aucune raison apparente de creuser. Décidant qu'il avait besoin d'aide, Mario se rendit à pied chez les Rodriguez.
Le trajet de près d'1 kilomètre sur le chemin de terre lui laissa le temps de rassembler ses pensées et de trouver une explication logique à ce qu'il avait vécu. Peut-être y avait-il une explication simple, le couple avait-il fait un voyage d'urgence pour rendre visite à un parent malade. João Rodrigues arrosait son petit potager lorsqu'il aperçut Mario approcher. L'ouvrier retraité de la compagnie d'électricité de São Paulo remarqua immédiatement l'inquiétude sur le visage du fermier. João connaissait Mario depuis plus de 15 ans et savait qu'il n'était pas du genre à s'alarmer facilement. « Bonjour, monsieur Mario. »« Il s'est passé quelque chose ?» demanda João en fermant le robinet. Mario expliqua rapidement la situation, l'absence d'Antonio au travail, l'état dans lequel il avait trouvé la ferme, les signes de la disparition du couple au milieu du petit déjeuner. João écoutait attentivement, fronçant les sourcils tandis que les détails s'accumulaient. « C'est vraiment étrange, » acquiesça João. Antonio ne s'absenterait jamais du travail sans prévenir, et Madame Maria Helena est très prudente avec les animaux. Que c'est São Rodrigues, qui avait entendu la conversation dans la cuisine, rejoignit les deux hommes dans l'arrière-cour. Elle confirma avoir parlé à Maria Helena la veille au magasin de Joaquim et dit que son ami semblait tout à fait normal, sans mentionner de projet de voyage ni de soucis particuliers. Elle était même de bonne humeur. Que c'est São se souvint des poussins qui allaient éclore et du gâteau que Maria Helena avait prévu de préparer pour Antonio. Tous trois décidèrent de retourner ensemble à la ferme São Benedito. João prit son vélo et accompagna Mario dans le camion, tandis que São resta à la maison pour vaquer à ses occupations, mais promit de surveiller toute activité étrange dans les environs. De retour à la ferme, João confirma les observations de Mario. Proche voisin et ami du couple, il connaissait bien les habitudes d'Antonio et Maria Helena. Tout indiquait un départ soudain et imprévu. João remarqua également la terre remuée près du poulailler et reconnut que c'était quelque chose d'inhabituel. « Je ne les ai jamais vus creuser quoi que ce soit par ici », commenta John en examinant la zone perturbée. Les deux hommes procédèrent à une fouille plus systématique de la propriété. Ils inspectèrent le petit bois à l'arrière de la ferme, le puits artésien et l'endroit où Antonio rangeait ses outils. Ils découvrirent d'autres détails étranges, des empreintes de bottes qui ne semblaient pas être celles d'Antonio et il portait toujours des baskets usées et des traces de pneus différentes de celles de la coccinelle sur le chemin d'accès à la ferme. Les chenilles étaient plus larges et de conception différente, suggérant un véhicule plus grand que la petite coccinelle du couple. João, qui s'y connaissait un peu en mécanique, estimait qu'elle pouvait provenir d'un pick-up ou d'une Opala. Vers midi, Mario décida d'aller chercher Joaquim au magasin. Le marchand portugais connaissait tous les habitants et était souvent le premier informé. Peut-être avait-il vu ou entendu quelque chose qui pourrait éclaircir le mystère. Monsieur Joaquim était en train de ranger ses marchandises lorsque Mario et João arrivèrent à la petite boutique. L'établissement, avec ses étagères en bois et son comptoir en formica usé, servait de centre d'information informel pour la communauté rurale. Joaquim, un homme petit et robuste d'une 60aine d'années, accueillit les visiteurs avec sa gentillesse habituelle. Lorsque Mario expliqua la situation, le visage de Joaquim devint sérieux. Il confirma avoir vu Maria Helena la veille après-midi faire ses courses habituelles et lui assura qu'elle n'avait pas mentionné de projet de voyage. Joaquim n'avait également remarqué aucune activité inhabituelle dans le quartier pendant la nuit ou au petit matin. « C'est très étrange », commenta le marchand en secouant la tête. « Ce sont des gens routiniers, ils ne font jamais rien sans prévenir. » Alors monsieur Joaquim s'est souvenu d'un détail qui pourrait être important. Au petit matin, vers 3 heures, il s'est réveillé au bruit d'une voiture qui passait sur la route. Il était inhabituel qu'il y ait du trafic à cette heure-là, surtout un jeudi. J'ai cru à une urgence, mais la voiture ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué vers la ferme d'Antonio. Cette information a encore plus inquiété Mario et João. Le véhicule qui passait aux petites heures du matin pourrait expliquer les étranges traces de pneus qu'ils ont trouvées. Vers 14 heures, Mario prit la décision qui allait tout changer, il était temps d'appeler la police. Même si la disparition du couple avait une explication innocente, les signes étaient trop inquiétants pour être ignorés. João approuva sans réserve cette décision. Le district de police de Sousa,
responsable de la zone rurale où se trouvait la ferme Sao Benedito, a reçu un appel de Mario Augusto Pereira à 14h15 le 15 mars 2001. Le sergent Roberto Mendes, un policier expérimenté avec 15 ans d'expérience, a personnellement répondu à l'incident, mais a d'abord traité le cas comme une possible disparition volontaire, quelque chose de relativement courant dans la région rurale. Il arrive souvent que des gens voyagent à l'improviste pour résoudre des problèmes familiaux, a expliqué le sergent Mendes au téléphone. Mais nous allons examiner la situation. Un véhicule de la police militaire a été dépêché sur les lieux à 14h40. Le sergent Mendes et le caporal José Colao Silva sont arrivés sur le site de Sao Benedito vers 15h15. Les deux officiers connaissaient bien la zone et étaient déjà intervenus sur des terrains voisins, notamment des vols de bétail et de matériel agricole. Mario et Joao attendaient la police à la ferme, veillant à ne rien modifier qui puisse être important pour l'enquête. Le sergent Mendes, un homme grand et mince de 42 ans, commença immédiatement à prendre des notes dans son carnet, tandis que le caporal Silva, plus jeune et moins expérimenté, photographiait la scène avec un vieil appareil Polaroid. « Commençons par la maison », dit le sergent Mendes en enfilant des gants de protection. L'inspection initiale confirma toutes les observations de Mario ce matin-là, la table du petit déjeuner était débarrassée, la télévision et la radio allumées, les clés de la voiture sur le contact et le portefeuille d'Antonio, rempli d'argent liquide, posé sur la commode. ChatGPT a dit. On dirait qu'ils se sont simplement évaporés, a commenté le caporal Silva, en examinant les pantoufles de Maria Elena à la porte d'entrée. Le sergent Mendes était plus prudent dans ses observations. Il avait appris au fil des ans que les premières impressions ne correspondaient pas toujours à la réalité. Les gens disparaissaient pour diverses raisons, dettes, problèmes familiaux, relations extra-conjugales, implications dans des activités illicites. Son expérience lui avait appris à ne jamais écarter une quelconque hypothèse prématurément. Il faut parler à d'autres voisins, décida le sergent, pour voir s'ils avaient des ennemis ou des problèmes financiers. L'enquête prit rapidement de l'ampleur. Les policiers visitèrent chaque propriété dans un rayon de 5 km, s'entretenant avec les habitants susceptibles de détenir des informations sur le couple. La communauté rurale était petite et très unie, et la nouvelle de la disparition se répandit rapidement, provoquant une vive agitation parmi les voisins. Sebastião Moreira, un chauffeur routier de 45 ans qui effectuait régulièrement des livraisons dans la région, a fourni le premier indice concret. Il a rapporté avoir vu une voiture sombre garée près de l'entrée de Sítio Sao Benedito aux premières heures du 15 mars, vers 3 heures du matin. Sebastião revenait d'une livraison à Mojimirim lorsqu'il est passé près de là. C'était une voiture de taille moyenne, de couleur sombre, peut-être une Chevette ou une Monza, a déclaré Sebastião à la police. J'ai trouvé ça étrange, car il n'y avait jamais de circulation à ce moment-là. La route est trop mauvaise pour rouler inutilement au petit matin. Le chauffeur du camion ne pouvait voir les passagers ni identifier la plaque d'immatriculation, car il était concentré à éviter les nids de poules sur le chemin de terre. Mais sa déclaration corrobore les étranges traces de pneus trouvées à l'entrée de la ferme et le récit de M. Joaquim selon lequel il aurait entendu une voiture passer aux premières heures du matin. Le chef Marcos Antonio Ribeiro, chef du district de police de Sousa, a personnellement pris en charge l'affaire le matin du 16 mars. Âgé de 38 ans et titulaire d'une licence en droit, Ribeiro avait rejoint la police civile 5 ans plus tôt après une carrière d'avocat pénaliste. Son expérience antérieure le rendait particulièrement attentif aux détails juridiques et procéduraux des enquêtes. Ce cas présente des caractéristiques très inhabituelles, a observé l'inspecteur principal Ribeiro lors de la première réunion avec son équipe. Il n'y a aucune trace de lutte, aucune demande de rançon, aucun motif apparent de fuite volontaire. La première action de l'inspecteur principal a été d'ordonner une enquête technique complète sur les lieux. L'équipe de la police scientifique de Campina est arrivée sur place dans l'après-midi du 16 mars, équipée pour le relevé d'empreintes digitales, la photographie détaillée et l'analyse des preuves matérielles. L'expert médico-légal João Batista Ferreira, fort de plus de 20 ans d'expérience, a dirigé les opérations. L'expertise médico-légale a révélé des détails importants passés inaperçus lors de l'inspection initiale. Dans la cuisine,
les empreintes digitales d'Antonio et Maria Elena ont été retrouvées sur des objets courants, ainsi que des traces partielles non immédiatement identifiables. Dans la chambre, des traces de manipulation des tiroirs de la commode, bien que délicatement manipulées, ont été décelées. Ceux qui étaient là savaient ce qu'ils cherchaient, a conclu le médecin légiste Ferreira. Ce n'était pas une recherche désespérée, c'était méthodique. L'extérieur a révélé des indices plus intrigants. Outre les traces de pneus, les experts ont trouvé les empreintes d'au moins 3 personnes différentes dans la terre près du portail. L'une des empreintes provenait clairement d'une botte de travail, d'environ une pointure 42, bien plus grande que les pieds d'Antonio. Une autre empreinte semblait provenir d'une paire de baskets de sport, également grande. La terre remuée près du poulailler a été soigneusement excavée par des experts. Au grand soulagement de tous, aucun corps ni aucune trace de violence extrême n'ont été découverts. Cependant, l'analyse du sol a révélé que l'excavation avait été effectuée récemment, probablement aux premières heures du 15 mars, puis soigneusement dissimulée. Quelqu'un a-t-il enterré quelque chose ici avant de le déterrer, expliqua le médecin légiste Ferreira au chef Ribeiro. Ou cherchait-il quelque chose qu'il croyait enterré? L'enquête s'est intensifiée avec l'arrivée de l'enquêteur Paulo Roberto Santos, spécialiste des disparitions. Santos avait travaillé sur des cas similaires dans d'autres régions de la campagne de Sao Paulo et apportait un point de vue différent. Sa première observation portait sur le profil psychologique du couple, les personnes aux habitudes aussi rigides ne disparaissent pas volontairement sans laisser de traces, a déclaré Santos. Antonio et Maria Elena étaient trop prévisibles pour une évasion planifiée. L'enquêteur Santos a entrepris une série d'entretiens approfondis avec toutes les personnes qui connaissaient le couple. Il a commencé par Mario Augusto Pereira, qui a fourni des informations précieuses sur le comportement d'Antonio au travail. Antonio était un livre ouvert, déclarait Mario. Il travaillait dur, n'avait jamais d'ennui, ne buvait pas et ne jouait pas. S'il avait un problème, je le saurais. Cusesao Rodrigues, enseignante à la retraite et amie proche de Maria Elena, a été longuement interviewée. Elle a confirmé que le couple semblait heureux et stable. Cusesao a mentionné que Maria Elena exprimait parfois sa tristesse de ne pas avoir d'enfant, mais qu'elle avait surmonté cette tristesse depuis longtemps. Elle disait que Dieu leur avait donné une vie paisible à la ferme, et que cela leur suffisait. L'enquête financière menée par le couple a révélé une vie simple et organisée. Antonio recevait un salaire mensuel de 400 dollars de Mario Augusto Pereira, toujours payé en espèces. Maria Elena gagnait entre 80 et 120 dollars par mois en vendant des œufs et des légumes au marché. Ils n'avaient pas de dettes importantes, seulement de petits achats à tempérament dans le magasin de Joachim. Il n'y a aucune preuve de problème financier justifiant une fuite, a conclu l'enquêteur Santos après avoir analysé les documents financiers. L'une des pistes d'enquête qui a gagné en popularité était la possibilité que le couple ait été témoin d'un événement inattendu. La zone rurale, bien que paisible, était parfois utilisée pour des activités illicites. Les contrebandiers empruntaient parfois des routes secondaires pour transporter des marchandises, et des rapports sporadiques faisaient état de plantations illégales de marijuana dans des zones isolées. L'inspecteur en chef Ribeiro a ordonné une enquête sur les activités criminelles dans la région. La police civile de Campina a fourni des informations sur de récentes opérations de lutte contre le trafic et la contrebande de drogue. Il a été découvert que 3 mois avant la disparition, une opération policière avait démantelé une petite plantation de marijuana à environ 10 km de la ferme Sao Benedito. Il est possible que des criminels aient utilisé la zone comme voie de fuite, et si Antonio et Maria Elena avaient vu quelque chose de compromettant, ils auraient pu être réduits au silence, a spéculé l'enquêteur Santos. Cette théorie a été confirmée lorsque des habitants ont signalé avoir vu d'étranges véhicules circuler dans le quartier dans les semaines précédant la disparition. Un agriculteur voisin a mentionné avoir vu une camionnette noire aux vitres teintées circuler sur la route principale à plusieurs reprises au petit matin. L'enquête a également exploré la possibilité d'un enlèvement, bien que le couple ne disposait pas d'un patrimoine important justifiant un tel crime. L'inspecteur principal Ribeiro a noté que les ravisseurs confondaient parfois leurs victimes avec des personnes plus riches, peut-être pensait-il que le couple avait plus d'argent qu'il n'en avait en réalité. Pour vérifier cette hypothèse, la police a analysé des cas similaires dans la région.
Elle a découvert que, 6 mois plus tôt, un enlèvement avait eu lieu à Indaiatuba, où une famille de la classe moyenne avait été retenue captive pendant 3 jours avant d'être libérée contre rançon. Les criminels n'ont jamais été arrêtés. Les médias locaux ont commencé à s'intéresser à l'affaire dès la 3e semaine de mars. Le journal de Campina, Correio Popular, a publié un article en première page intitulé « Un couple disparaît mystérieusement dans une propriété rurale ». Le rapport comprenait des photos d'Antonio et de Maria Elena et un appel à toute personne disposant d'informations pour contacter la police. La couverture médiatique a apporté de nouveaux indices, mais aussi de fausses informations qui ont compliqué l'enquête. Des dizaines de personnes ont appelé pour signaler avoir vu le couple dans différentes villes, mais aucune n'a abouti à une quelconque avancée. Une piste prometteuse a émergé lorsqu'une habitante de Valinor a appelé, affirmant avoir aperçu un couple ressemblant à Antonio et Maria Elena à une gare routière, 3 jours après leur disparition. La police a mené une enquête approfondie, vérifiant les caméras de sécurité et interrogeant des employés, mais n'a trouvé aucun élément permettant de confirmer cette information. Maria Aparecida Silva, la cousine de Maria Elena qui vivait à Piracicaba, est arrivée à Campina la 4e semaine de mars. Elle était en contact régulier avec sa cousine et connaissait bien ses habitudes. Il serait impossible pour Maria Elena de voyager sans prévenir, surtout en laissant les animaux sans surveillance, a déclaré Maria Aparecida au chef de la police Ribeiro. Lors de leur dernière conversation, elle n'a pas du tout évoqué le voyage, elle a parlé des poussins qui allaient éclore et d'une nouvelle recette qu'elle voulait essayer. Le cousin a également rapporté que, des années auparavant, Maria Elena avait reçu des demandes en mariage d'autres hommes, mais qu'elle les avait toujours refusées, car elle était heureuse avec Antonio. Aucun ex-petit ami ni prétendant ne pouvait constituer une menace. Au fil des semaines, l'enquête s'est heurtée à des difficultés croissantes. Les premières pistes n'ont pas permis de découvertes significatives et les nouvelles preuves se sont faites de plus en plus rares. L'inspecteur principal Ribeiro a maintenu l'enquête en cours, tout en reconnaissant qu'elle se terminait par un échec. Les cas de personnes disparues sont les plus difficiles à résoudre. Sans corps, sans témoins, sans mobile, nos possibilités d'enquête sont limitées. La famille de Maria Elena, dirigée par Maria Aparecida, a décidé de faire appel à un détective privé. Roberto Machado, ancien policier civil expérimenté dans les affaires de disparition, a repris l'enquête en avril 2001. Machado a apporté des méthodes différentes et une perspective nouvelle, il a repris l'enquête depuis le début et a réinterrogé toutes les personnes impliquées. Son approche plus détaillée et moins formelle a parfois révélé des informations jusque-là passées inaperçues. Au cours de son enquête, Machado a découvert qu'Antonio avait mentionné qu'un collègue avait remarqué des mouvements étranges dans les bois près de la ferme quelques semaines avant sa disparition. José Pereira, sans lien de parenté avec Mario, n'avait initialement pas jugé l'information suffisamment importante pour la signaler à la police. J'ai vu des lumières dans les bois au petit matin, se souvient José Pereira. Il pensait qu'il s'agissait de chasseurs, mais trouvait cela étrange, car ce n'était pas la saison de la chasse. Ces informations ont renforcé la théorie selon laquelle des activités illicites pourraient avoir lieu dans la région et que le couple aurait pu représenter une menace involontaire pour les criminels. L'inspecteur Machado a alors orienté son enquête dans ce sens, mais il a également rencontré des difficultés pour obtenir des preuves concrètes. 23 ans se sont écoulés depuis ce matin de mars 2001. La ferme São Benedito est restée à l'abandon pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que la famille de Maria Elena la vende en 2014 à un homme d'affaires de São Paulo, qui a rénové la maison pour en faire un lieu de loisirs. L'histoire du couple disparu n'a jamais été oubliée par la communauté. Le chef de la police, Marcos Antonio Ribeiro, a pris sa retraite en 2018 après une carrière fructueuse au sein de la police civile. L'affaire du couple Silva est restée l'une des enquêtes les plus fascinantes de sa carrière, une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Même à la retraite, Ribeiro a occasionnellement revisité les dossiers, espérant toujours qu'un détail oublié lui apporterait un nouvel indice. En janvier 2024, une découverte inattendue allait tout changer. Lors de travaux d'agrandissement de la route SPE 332, reliant Campina à Cosmopolis, des excavateurs ont découvert des restes humains dans une zone boisée à environ 15 km de l'ancien site de São Benedito.
La découverte a été immédiatement signalée à la police civile, et une équipe d'experts médico-légaux a été dépêchée sur place. Eduardo Santana, spécialiste en anthropologie médico-légale, s'est chargé de l'analyse des restes. L'état avancé de décomposition a rendu l'identification difficile, mais certains éléments ont immédiatement retenu son attention. Outre les ossements, des fragments de vêtements, une simple alliance et une montre-bracelet pour homme avec une partie de son bracelet en cuir ont été découverts. Les restes sont ceux de 2 personnes, un homme et une femme, a déclaré le docteur Santana à l'actuel délégué sur l'affaire, la docteure Patricia Mendonça, qui avait pris en charge le commissariat de Souza en 2020. Sur la base d'une analyse préliminaire des ossements, l'homme avait entre 55 et 65 ans et la femme entre 50 et 60 ans au moment du décès. L'âge estimé des victimes a immédiatement évoqué le cas du couple Silva. Le docteur Mendonça, une jeune chef de police déterminée, a décidé de rouvrir officiellement l'enquête, restée en suspens pendant plus de 2 décennies. Sa première démarche a été de retrouver le chef de police à la retraite Marcos Ribeiro afin de consulter les dossiers originaux. Ribeiro, aujourd'hui âgé de 61 ans, a reçu l'appel du chef Mendonça avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il y a des années, il s'était demandé s'il saurait un jour ce qui était réellement arrivé à Antonio et Maria Elena. J'ai toujours su qu'un jour nous trouverions quelque chose, a confié Ribeiro au chef lors de leur première rencontre. Ce cas présentait des caractéristiques très particulières, il ne s'agissait pas d'une disparition ordinaire. Les analyses médico-légales ont progressé rapidement grâce aux nouvelles technologies disponibles. Des échantillons d'ADN ont été extraits des restes et comparés au matériel génétique de Maria Aparecida Silva, la cousine de Maria Elena, qui vivait encore à Piracicaba et qui était aujourd'hui âgée de 78 ans. La confirmation arriva 2 semaines plus tard, les restes retrouvés étaient bien ceux d'Antonio Ferreira da Silva et de Maria Elena Oliveira Silva. La nouvelle de leur identification provoqua une vive émotion dans la région. Conceição Rodrigues, veuve à 84 ans, pleura en apprenant qu'une réponse avait enfin été apportée au mystère qui la tourmentait depuis plus de 2 décennies. João Rodrigues est décédé en 2019, sans jamais connaître le sort de ses amis. Au moins, maintenant, nous savons qu'il repose en paix, a déclaré Conceição en essuyant ses larmes. Pendant toutes ces années, je me suis demandé s'il souffrait quelque part. Mario Augusto Pereira, l'ancien patron d'Antonio, était décédé en 2015, mais son fils Colo, désormais à la tête de l'exploitation, suivait l'affaire de près. Colo se souvenait parfaitement du bouleversement que cette disparition avait provoqué au sein de la famille et de la communauté. L'identité des victimes étant confirmée, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase. L'analyse des ossements a révélé des détails troublants. Concernant les circonstances du décès, le docteur Santana a constaté des traces de traumatisme crânien sur les 2 squelettes, suggérant qu'Antonio et Maria Elena avaient été assassinés. Les fractures du crâne sont compatibles avec un traumatisme contondant, a expliqué le docteur Santana dans son rapport. La nature des blessures indique une violence intentionnelle, et non accidentelle. Cette découverte a officiellement transformé l'affaire de la personne disparue en enquête pour double homicide. Le chef de la police de Mendonça a formé une équipe spéciale, composée d'enquêteurs expérimentés et dotés d'une technologie médico-légale de pointe. L'objectif était non seulement de confirmer les circonstances du décès, mais aussi d'identifier les responsables. Un indice crucial est apparu lors d'une analyse plus détaillée du site où les corps ont été retrouvés. La zone avait servi de dépotoir dans les années 2000, mais des fouilles plus approfondies ont révélé que les corps avaient été enterrés avant l'accumulation des débris. Cela a confirmé que le meurtre avait eu lieu il y a longtemps, peut-être à l'époque de la disparition. L'enquêteur chevronné Paulo Roberto Santos, aujourd'hui à la retraite mais toujours actif comme consultant, a été appelé pour réexaminer l'affaire à la lumière des nouveaux éléments. L'emplacement des corps confirme notre théorie initiale, a noté Santos. Ils ont été tués par des personnes qui connaissaient bien la région et savaient où les cacher. L'enquête s'est concentrée sur l'examen de toutes les pistes initiales à la lumière des nouvelles découvertes. Le récit du chauffeur routier Sebastião Moreira concernant la voiture sombre qu'il avait aperçue au petit matin a pris une nouvelle ampleur. Sebastião, aujourd'hui âgé de 68 ans et toujours chauffeur routier,
a été de nouveau interrogé et a maintenu sa version initiale des faits. Une découverte surprenante a été réalisée grâce à une technologie indisponible en 2001. L'analyse d'images satellites historiques, obtenue par les archives de la NASA et des entreprises privées, a révélé une activité inhabituelle dans la région au cours des semaines précédant la disparition du couple. Les images ont révélé des véhicules stationnés dans des zones isolées la nuit, suggérant une activité clandestine. Le docteur Mendonça a décidé de se concentrer sur l'hypothèse selon laquelle le couple aurait été éliminé après avoir été témoin d'activités criminelles. L'analyse des dossiers de police de l'époque a révélé que la zone avait été utilisée comme voie de trafic et de contrebande de drogue dans les années 2000, une information qui n'avait pas été pleinement explorée lors de l'enquête initiale. Une piste prometteuse a émergé lorsque les enquêteurs ont découvert que 3 hommes au lourd passé criminel avaient été arrêtés en 2003 pour trafic de drogue, dans le cadre d'une opération qui s'étendait notamment à la région rurale de Campina. Les 3 criminels Valdeci Oliveira Santos, Roberto Silva Machado et José Colón Ferreira ont exploité un réseau de distribution de cocaïne empruntant les routes rurales comme voie de transport. Ces hommes avaient un mobile et une opportunité, a conclu le docteur Mendonça. Si Antonio et Maria Elena les avaient vus lors d'une opération, ils seraient devenus des témoins dangereux. L'enquête a révélé que Valdeci Oliveira Santos était mort lors d'une bagarre en prison en 2010, Roberto Silva Machado avait été libéré en 2018 et retrouvé mort à son domicile en 2022, apparemment d'une overdose. Seul José Colón Ferreira, 59 ans, était encore en vie, purgeant une peine pour d'autres délits dans un pénitencier de Presidente Venceslao. José Colón Ferreira a été interrogé par le chef de la police de Mendonça en mars 2024. Le criminel, fort de plus de 20 arrestations à son actif, a d'abord nié toute implication dans la disparition du couple Silva. Cependant, confronté aux preuves et à la promesse d'une réduction de peine en échange de sa coopération, sa version a commencé à changer. « Je n'ai tué personne », a insisté Ferreira lors du premier interrogatoire, mais je sais ce qui s'est passé à l'époque. Après plusieurs audiences, José Colón Ferreira a finalement avoué connaître les détails du meurtre d'Antonio et Maria Elena. Selon sa version, le couple avait été témoin d'un trafic de drogue aux premières heures du 15 mars 2001. Antonio, alors qu'il sortait enquêter sur un bruit dans le poulailler, a vu des hommes décharger de la drogue d'un camion dans une clairière près de la ferme. Le vieil homme a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, a déclaré Ferreira. Valdeci s'est mis en colère et a dit qu'il ne pouvait laisser aucun témoin en vie. Selon Ferreira, Valdeci Oliveira Santos et Roberto Silva Machado ont envahi la ferme pendant que le couple prenait son petit déjeuner. Ils ont menacé Antonio et Maria Elena, exigeant qu'ils gardent le silence sur ce qu'ils avaient vu. Craignant que le couple ne les dénonce plus tard, ils ont décidé de les éliminer. Ils ont emmené le couple dans les bois. Je suis resté à la ferme, haranguant les choses pour faire croire qu'ils étaient partis, a poursuivi Ferreira. Valdeci m'a dit de tout laisser comme s'ils avaient quitté la maison normalement. Le récit de Ferreira expliquait de nombreux détails qui avaient intrigué les premiers chercheurs, la table du petit déjeuner intacte, les clés de la voiture, le portefeuille rempli d'argent, tout cela mis en scène pour suggérer un départ volontaire. Les aveux ont été corroborés par des preuves matérielles trouvées sur les lieux de la découverte des corps. L'analyse médico-légale a permis d'identifier des fragments de corps ayant pu servir à attacher les victimes, ainsi que des traces de terre correspondant à celles du site Sitio São Benedito, suggérant que les corps avaient été transportés depuis la scène du crime. Le docteur Mendonça a également découvert que le trafic s'inscrivait dans un réseau plus vaste entre São Paulo et le Minas Gerais. Le gang utilisait des propriétés rurales isolées comme point de transbordement de la drogue en provenance de Bolivie et du Pérou. La ferme São Benedito, de par son isolement, offrait un point de vue privilégié sur l'une des routes empruntées par les criminels. Le couple Silva se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, a résumé le docteur Mendonça lors d'une conférence de presse. Ils ont été victimes de violences injustifiées, simplement parce qu'ils ont été témoins d'actes criminels. Cette révélation a apporté un soulagement à la famille de Maria Elena, en particulier à Maria Aparecida Silva, qui a passé 23 ans sans connaître le sort de sa cousine. Bien que cette découverte soit douloureuse, elle nous a apporté le réconfort dont nous avions besoin, a déclaré Maria Aparecida, émue.
Nous pouvons maintenant les enterrer dignement. Les restes d'Antonio Ferreira da Silva et de Maria Helena Oliveira Silva ont été inhumés au cimetière municipal de Campina en avril 2024, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des dizaines de personnes qui les ont connus et se sont souvenus d'eux au fil des ans. Conceição Rodrigues, malgré son âge avancé, a tenu à être présente pour dire un dernier adieu à ses amis. L'affaire a été officiellement close grâce aux aveux de José Colón Ferreira, qui a bénéficié d'une réduction de peine en échange de sa coopération. Bien que les deux autres suspects soient déjà décédés, justice a finalement été rendue. L'histoire du couple Silva est devenue un événement marquant dans les enquêtes criminelles à Campina, démontrant comment les avancées technologiques et la persévérance des enquêteurs peuvent résoudre des affaires apparemment insolubles. La ferme São Benedito, aujourd'hui sous la direction d'un nouveau propriétaire, conserve une petite plaque à la mémoire d'Antonio et Maria Helena, rappelant que deux hommes simples ont trouvé la paix dans la vie rurale, mais que leur vie a été tragiquement interrompue par des forces indépendantes de leur volonté. Leur histoire témoigne de la fragilité de la vie et de l'importance de ne jamais abandonner la quête de vérité et de justice.